Nous entamons la traduction d'un autre titre du digeste au livre 37, le titre 14, De Iure Patronatus, du droit du patronat ou de patronage. D'après la constitution dite Omnem, la constitution de Justinien qui est contemporaine de la publication du digeste en 533, ce titre fait partie de la sixième partie du digeste, qui contient les livres 37 à 44, de 37 à 44. Il faut remarquer que, toujours d'après cette constitution Omnem, ce livre 37 est en dehors de l'ensemble des livres du digeste qui font l'objet d'un enseignement dans les écoles de droit de l'Empire. D'après la constitution Omnem, ne sont enseignés par les professeurs de droit que les livres 1 à 36 du digeste. Les livres 37 jusqu'à 50 du digeste ne font pas l'objet d'un enseignement formel de la part des professeurs, mais ils sont laissés à l'étude individuelle, à l'étude particulière des étudiants de 4e, voire de 5e année d'études. Donc c'est une matière qui a été laissée, au fond, au libre arbitre des étudiants déjà formés par 3 ans d'études de droit. Donc nous sommes dans des livres qui n'étaient pas l'objet d'un enseignement formel. Dans cette sixième partie du digeste, les deux premiers livres de cette sixième partie du digeste, le livre 37 et le livre 38, s'occupent principalement, mais pas exclusivement, on va le voir bientôt, de ce qu'on les Romains appelaient les bonorum possessiones, les possessions de biens. On appelait ainsi, c'est un terme technique qui désigne les espèces de succession qui ont été organisées par le prêteur parallèlement en marge des successions qui reposaient sur la loi. On distinguait les successions légales ou les successions légitimes, d'une part, qui étaient organisées par la loi des 12 tables et par quelques autres très rares lois votées dans ce domaine-là, et d'autre part, les possessions de biens, il ne faut pas utiliser le mot de succession en principe, les possessions de biens qui sont des dévolutions à cause de mort des biens décidés par le prêteur en considération de certaines raisons dont on verra quelques exemples dans un instant. Donc une sorte de succession, nouveau type de succession développé par le prêteur en marge des successions légitimes. Donc les livres 37 et 38 portent principalement sur ces bonorum possessionnels. Donc nous sommes dans une matière successorale. En gros, la dominante, c'est une matière successorale, mais comme toujours dans les titres du digeste, il n'y a pas qu'une seule thématique, une seule matière qui est traitée dans chaque titre. On va bientôt le constater. Le livre 37, dont fait partie notre titre, le titre 14 est le dernier titre du livre 37, s'occupe des bonorum possessiones, les possessions de biens, lorsqu'il y a un testament, lorsqu'un testament existe. Et le livre 38, celui qui suit, eh bien, s'occupe des bonorum successiones quand il n'y a pas de testament. Donc voilà en gros pour situer où se trouve à la fois le livre 37 et le titre 14 dans l'ensemble du digeste. Voilà, monsieur, vous avez la parole. Je vous remercie, professeur. Ulpianus libro nono de officio proconsuli patronorum querelas adversus libertos praesides audire et non translaticie exequidebent. Cum si ingratus libertus sit non impune fere eum oporteat, sed si quidem in officius patronae liberisque eorum sit, tantum modo castigari eum sub comminatione alique severatis non defuturae, si rursum cosa querelae praeburit, et dimini oportet. Enimuero, si contumeliam fecit, aut convictium eis dixit, etiam in exilium temporale dari debebit. Quod si manus intulit, in metallum dandus erit, idem, et si calumniam aliquam eis instruxit, vel delatorem subornavit, vel quam causat adversus eos temptavit. Donc, il s'agit donc Ulpien au livre 9
des fonctions du proconsul, de l'office. Moi, je te traduis par des fonctions du proconsul. Praeside audire patronum querelas adversus libertos. Les présidents, mais je vais le traduire par les gouverneurs, c'est plus moderne, les gouverneurs de province doivent entendre les plaintes des patrons contre les affranchis. Et non translastique exequit debent, et ne doivent pas poursuivre négligemment. Cum, alors cum cette fois-ci, moi je vais le prendre au sens d'accompagnement et conséquence, je vais donc le traduire par car. Si ingratus libertus sit, si un affranchi est ingrat, non impune fere eum oporteat, il ne faut pas que celui-ci l'emporte impunément. Sed si quidem in officiu patrono patronae liberis erum sit, mais si celui-ci, donc on revient à l'affranchi, est désobligeant envers son patron, sa patronne ou leurs enfants, donc il doit un respect pas seulement au patron, mais à toute la famille de ce dernier. Tantum modo castigari eum sub comminatione aliqua severatis non defuturae, je vous prie de m'excuser. Il doit seulement être réprimandé sous la menace d'une sanction plus sévère s'il cause une nouvelle fois un motif de plainte. Ça dépend de oportet qui clôt la phrase, en fait. D'accord. Ah oui, oui. Et il faut le renvoyer. D'accord, donc ça, il faut que je le... Oportet, c'est un facteur commun, en fait. Voilà. Ok. Castigari, dimiti. Oui, pardon, j'avais en effet. Enimuero, c'est un fait. Eis feci, donc si, c'est un fait que s'il a fait contuliam un outrage, aut convictum dixit, ou s'il a dit des injures, s'il a crié des invectives, c'est bon, etiam in exilum temporale dari debebit. Il devra être envoyé, il devra être condamné en exil temporaire. Donc on voit, il peut y avoir deux exils, l'exil définitif ou l'exil temporaire. Ici, c'est la solution qui a été choisie. Quod si manus intellit in metallum dandus erit. S'il a porté la main sur eux, c'est sous-entendu, donc sur ses patrons ou bien leurs enfants, il sera donné, condamné aux mines. Idem est si calumniam aliquam eis instructit, vel delatorem subornavit, vel quam causam adversus eos temptavit. De même, et là il va y avoir plusieurs situations qui vont être évoquées, s'il a instruit quelques fausses accusations, ou s'il a suborné un délateur contre eux, ou bien s'il leur a intenté un procès. Il y a une gradation. Oui. Les premières atteintes portées par des affranchis au patron, c'est simplement une sorte de commination, une sorte d'avertissement. Attention, oui. Si ça continue, vous aurez une sanction plus grave. Deuxième étape, c'est les injures faites à des patrons. Là, c'est l'exil temporaire. Et troisième étape, c'est beaucoup plus grave, c'est la condamnation aux mines, au travail forcé, si jamais il a porté la main sur eux ou s'il a suscité des accusations criminelles contre les patrons. Donc le critère, là, dans le fragment, il me semble, c'est la peine qui risque d'être infligée à l'affranchi inofficiosus, à l'affranchi qui ne remplit pas son devoir, en quelque sorte. Alors, vous voulez que je reprends? Vous voulez que je passe? Oui. Donc, traduit en une seule fois, ça nous donne « Les gouverneurs de province doivent entendre les plaintes des patrons contre les affranchis et ne doivent pas poursuivre négligemment, car si un affranchi est ingrat, il ne faut pas que celui-ci l'emporte impunément. Mais si celui-ci, sous-entendu l'affranchi, est désobligeant envers son patron, sa patronne, leurs enfants, il doit seulement être réprimandé sous la menace d'une sanction plus sévère s'il cause une nouvelle fois un motif de plainte, et il faut le renvoyer. C'est un fait,
que s'il a fait outrage ou bien s'il a crié des invectives, il devra être envoyé, il devra être condamné en exil temporaire. S'il a porté la main, sous-entendu, sur eux, il sera condamné aux mines. De même, s'il a instruit quelques fausses accusations, s'il a suborné un délateur contre eux, ou bien s'il leur a intenté un procès. Le enim vero, est-ce que c'est un fait ou en plus Moi, je l'ai pris comme c'est un fait parce qu'il me semblait que c'était pour marquer l'évidence, en fait, que plus on s'en prenait au patron ou à sa famille, plus la sanction était sévère. Mais en effet, on peut avoir... Et inofficiosus, comme il y a officium dedans, il faudrait peut-être jouer dans la traduction sur les devoirs, s'il manque à ses devoirs. L'officium, c'est vraiment le devoir que l'on a envers quelqu'un, quelque chose comme ça. Voilà, très bien. Je vais essayer de reprendre ça. Donc ensuite, ulpianus libo primo opinium, liberti homines negatione licita prohiberi a patronis non debent. Donc ici, la disposition est beaucoup plus courte, le fragment est bien plus court. Ulpien, livre premier des opinions. Les hommes affranchis ne doivent pas être interdits d'exercer un commerce légal par les patrons. J'avoue que si je devais refaire la traduction, je ne sais pas tellement pourquoi est-ce qu'il précise que ce sont pour les hommes. Moi, je dirais directement, les affranchis ne doivent pas être interdits d'exercer un commerce légal par les patrons. Néanmoins, ça m'a surpris aussi, c'est assez rare qu'on emploie homines dans ce sens-là. Surtout que liberty irait tout à fait, fonctionnerait très bien, on comprendrait très bien. C'est étrange, pourquoi l'avoir précisé. Homines a un sens implique une certaine généralité. Les hommes quand ils sont affranchis, tous les hommes quand ils sont affranchis. C'est un pléonasme, en fait. Mais c'est rare comme emploi, ça. Surtout que je ne vois pas pourquoi est-ce que ça aurait pas pu s'appliquer aussi aux femmes. Et plutôt que légal, il y a licite. Là, puisque le mot existe en français, pourquoi pas garder le mot français un commerce ici, une activité licite. Oui, j'avais hésité, et puis légal me semblait plus adéquate, mais on peut tout à fait... Enfin, c'est probablement mieux même de dire licite. Donc là, c'est une sorte de... C'est probablement des querelles, des contentieux de concurrence entre les patrons qui ont affranchi un esclave, et cet esclave ouvre un commerce qui fait une certaine concurrence à celui du patron. Et la question de savoir, est-ce que le respect qu'on doit au patron implique qu'on ne doit pas le concurrencer en matière économique. Il y a dans tout ce titre, il y a une sorte de balance entre le respect social qu'on doit, la relation personnelle que l'affranchi a avec son ancien propriétaire, avec son patron, d'une part, et d'autre part, une relation purement économique, patrimoniale et pécuniaire qui peut y avoir entre le patron et l'affranchi. On fluctue entre les deux aspects de la relation entre l'affranchi et son patron dans ce titre-là. Oui, d'autant plus que le commerce, l'activité, il peut très bien l'avoir appris du patron quand il était encore esclave. C'est comme un ancien employé qui se met à son compte, en quelque sorte. Nous passons à la disposition suivante. Marcianus libro segundo institutionum, si quis tutor datus, cum sibi legata esset ancilla et rogatus eam manumitere, manumiserit adnito legato et tutela pupilli, se excusera verit, divi severus et Antoninus rescripserunt unc, esse quidem patronum sed omni commodo patronatus carere. Si le tuteur donnait, si quos tutor datus, cum sibi legata esset ancilla et rogatus eam manumitere, est chargé d'affranchir une esclave. Le terme plus précis serait servante, mais par commodité, je reprends esclave qui est acceptable ici. Je rajoute un qui lui avait été légué par testament et qu'il l'a affranchi par manumission, une des voies légales pour l'affranchissement, après avoir accepté le legs. Là, je me permets un nouveau rajout au texte pour une meilleure compréhension du français. Donc, excusez-moi, manumiserit adnitio legato et tutela pupilli se excuseravit. Donc, puis qu'il s'excuse de la tutelle du pupille. J'ai pas très bien compris pourquoi ici on revient au neutre, alors que c'était une pupille qui était évoquée précédemment.
Si je devais moi, quand je l'ai traduit la première fois, j'ai quand même conservé de la pupille pour marquer l'idée. Et je garde aussi qu'il s'excuse, donc il fait jouer une de ses excuses qui permettait d'échapper aux tutelles. Divi severus et Antoninus rescripserunt unc, esse quidem patronum. Les divins Sévère et Antonin ont décidé par un rescrit qu'il en était bien le patron. Sed omni commodo patronatus carere, mais qu'il était privé de tous les avantages accordés au patronat. Donc il garde, s'il cherche en fait à échapper aux obligations qui lui étaient dues vis-à-vis de cet affranchi, il va garder ses devoirs, mais si je comprends bien, il en perd les avantages. En fait, je me demande si c'est pas si quis tutor datis. Si quelqu'un désigné comme tuteur par le testament, si quelqu'un qui a été désigné tuteur par le testament, cum sibi legata esset ancilia, en même temps qu'une servante, une esclave lui avait été léguée, est toujours le quis, et que le bénéficiaire du testament a été prié par le disposant, par l'auteur du testament, de l'affranchir. Donc voilà ce qu'il y avait dans le testament. Je te donne comme tuteur de cette servante et tu dois l'affranchir. Manu miserit, donc il l'a affranchi, il a accepté le legs, agnito legato, mais il s'est excusé, il a refusé la tutelle, la charge de la tutelle. Et bien dans ce cas-là, il devient techniquement le patron de cette esclave affranchie, mais il est privé de tous les bénéfices qu'il peut espérer de sa situation de patron, parce que, et par exemple, il n'aura aucun droit sur la succession de cette pupille, de cette esclave, si jamais elle décède, par exemple. Puisqu'il n'a pas voulu accepter les charges de la tutelle, eh bien, on le prive de tous les avantages qui peuvent lui arriver, lui venir de sa situation de patron de l'esclave en question. Il me semble que c'est ça. Oui, c'est ce que je comprends aussi. Tutor datus. C'est bizarrement construit quand même. Je trouve tutor datus, cum sibi legata esset, alors qu'une esclave lui avait été léguée et qu'il a été prié de l'affranchir, manu miserit, il l'a affranchi, agnito legato, en ayant accepté le legs, et excusaverit, etc., etc. Oui. Donc ça donnerait, si quelqu'un est désigné tuteur est chargé d'affranchir une esclave qui lui avait été léguée par testament, qu'il l'a affranchi après avoir accepté le legs, je me permets de rajouter un puisqu'il s'excuse de la tutelle de la pupille pour bien montrer l'idée de conséquence. Les divins Sévère et Antonin ont décidé par rescrit qu'il en était bien le patron, mais qu'il était privé de tous les avantages accordés au patronat. Ensuite, Marcianus Libro Quinto Institutionum, Iura libertorum patronorum liberis, cum pater eorum erat perduelionis damnatus salva esse, divi severus et Antoninus, beninissime rescripserunt, sicut ex alia causa punitorum liberi, iura libertorum salva sunt. Ici, on va directement chercher les empereurs Sévère et Antonin. Donc, divi severus et Antoninus beninissime rescripserunt, les divins Sévère et Antonin, avec bienveillance, je me permets d'ajouter, ont décidé dans un rescrit, iura libertorum patronorum liberis, de conserver les droits sur les affranchis des enfants des patrons, cum pater eorum erat perduelionis damnatus salva esse, des enfants des patrons, alors que les pères ont été condamnés pour trahison, sicut ex alia causa punitorum, liberis iura libertorum salva sunt, de même que les droits sur les affranchis des enfants des condamnés, donc des enfants des patrons qui ont été condamnés pour une autre raison. Ce qui nous donnerait, les divins Sévère et Antonin, avec bienveillance, ont décidé dans un rescrit de conserver les droits sur les affranchis des enfants des patrons, alors que les pères ont été condamnés pour trahison, de même que les droits sur les affranchis des enfants des condamnés pour une autre raison. C'est bénignissime, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'indulgence. Puis ex alia causa est fortement rattaché à punitorum. Oui, ceux qui ont été condamnés pour d'autres raisons. Oui, voilà. C'est pour ça que je précise des enfants
je voulais mettre des patrons qui ont été condamnés. J'ai décidé de le synthétiser par des condamnés, mais c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu réinsister sur la condamnation. Et enfin, Marcianus libro tertio decimo institutionum, divus Claudius libertum qui probatus fuit patrono delatores summisse, qui de statu facerent ei questionem servu patroni esse iussit eum libertum. Donc une nouvelle fois, on a la décision d'un empereur directement. Divus Claudius iussit, le divin Claude a ordonné, libertum qui probatus fuit patrono delatores summisse, que l'affranchi dont il a été prouvé qu'il a suborné des délateurs contre son patron, qui de statu eius facerent ei questionem, pour donner lieu à une enquête sur le statut de ce dernier. Donc là, le statut, c'est évidemment pas celui de l'affranchi, mais bien celui du patron. Il y a une remise en cause de la citoyenneté ou bien du statut d'homme libre du patron. Servum patroni esse eum libertum, que cet affranchi soit ou redevienne l'esclave de son patron. C'est un retour à l'esclavage. Oui, bah c'est si l'esclave a tenté de s'en prendre au statut que ce soit de sa citoyenneté ou bien au statut d'homme libre de son patron, il en subira la conséquence. Je me demande sur quel fondement ce iusum impérial a été donné. Est-ce que c'est fondé sur l'impérium de l'empereur, sur la puissance tribunicienne de l'empereur? Non, probablement l'impérium. Plus l'impérium, probablement, ouais. C'est un ordre impérial, un ordre qui frappe une seule personne. Et donc ça nous redonnerait. Le divin Claude a ordonné que l'affranchi dont il a été prouvé qu'il a suborné des délateurs contre son patron, pour donner lieu à une enquête sur le statut de ce dernier, que cet affranchi redevienne l'esclave de son patron. Et enfin, imperatoris nostris rescripto cavetur, ut si patronum libertum suum non alverit, ius patroni perdat. Il est disposé par un rescrit de notre empereur, imperatoris nostri rescripto cavetur, ut que, si patronum libertum suum non alverit, si un patron n'a pas fourni d'aliments, si un patron n'a pas nourri son affranchi ou n'a pas fourni d'aliments à son affranchi, ius patronum perdat, il perd ses droits de patron. Donc mais ses droits patrimoniaux, ses droits de succession éventuellement, c'est une sanction. De même que l'affranchi a des obligations vis-à-vis de son patron, le patron a quand même des obligations vis-à-vis de son affranchi. Ça peut être assez lourd parce que ça fonde une sorte d'obligation de fournir des aliments à ces anciens esclaves, aux affranchis qu'on a. Ce qui peut être une charge considérable pour un patrimoine. Et le Marcien étant un juriste tardif, donc du IIIe siècle, il mort largement sur le IIIe siècle, peut-être jusqu'au milieu du IIIe siècle de notre ère. L'empereur en question, là je ne fais que répéter les remarques qui ont été faites par les humanistes dès le XVIe siècle, est probablement un empereur qui par ailleurs a une réputation exécrable, c'est le fameux Élagabal ou Héliogabal, donc qui aurait été l'auteur de ce rescrit très humain. Donc ça nuance un peu l'image très noire qu'on a de l'empereur Héliogabal ou Élagabal. Donc syrien. Et merci beaucoup. Merci à vous. Merci.